Paris, janvier 1960. Dans une maternité discrète, naît un enfant que la France entière croit déjà connaître sans l'avoir jamais vu. Il est le fils d'une icône absolue, une femme dont le visage incarne les désirs, la liberté et la rébellion d'une époque entière. Pourtant, dès les premiers jours, une question silencieuse s'installe. Que devient un enfant lorsque sa naissance coïncide avec un mythe plus grand que la vie elle-même? Brigitte Bardot est alors au sommet. Les flashs crépitent, les films s'enchaînent. La France la célèbre comme un symbole national. Mais derrière cette lumière aveuglante, un autre récit commence. Celui d'un fils qui grandit à l'ombre d'un nom trop lourd, dans une famille déjà fissurée. Très tôt, l'absence remplace la présence. L'amour se dit rarement. Le silence, lui, s'installe durablement. Les années passent. L'enfant devient un homme. Il choisit la distance, puis l'exil. Il se construit loin des plateaux, loin des hommages, loin de ce pays qui vénère sa mère. Quand viennent les moments où l'on se rassemble d'ordinaire, quand les rites familiaux devraient rapprocher, la France n'est pas là. Et elle ne le sera pas. Alors une question demeure, obsédante. Comment faire son deuil, symbolique ou réel, quand on est le fils d'une légende absente? Peut-on enterrer une relation qui n'a jamais vraiment existé? Derrière les funérailles sans drapeau et sans foule, se cache peut-être la plus intime des tragédies, celle d'un enfant oublié par l'histoire qu'elle-même a glorifiée. Dans les années 1950 et 1960, la France vit une parenthèse lumineuse. Le pays se relève, se modernise, rêve de liberté. Au cœur de cette effervescence surgit une femme qui va bouleverser à jamais l'imaginaire collectif. Brigitte Bardot n'est pas seulement une actrice à succès, elle devient un phénomène, une silhouette, une promesse d'insoumission. Chaque apparition publique déclenche une onde de choc, chaque film renforce sa légende. À cette époque, la France ne regarde pas Bardot, elle se reconnaît en elle. Le succès est fulgurant, les tournages s'enchaînent à un rythme effréné. Les studios la réclament, les photographes la traquent, les magazines consacrent leurs unes à ses amours, à ses colères, à ses silences. La jeune femme incarne une féminité nouvelle, affranchie des codes traditionnels. Elle choque autant qu'elle fascine. Dans l'imaginaire populaire, elle semble tout avoir. La gloire, la beauté, l'indépendance. Et bientôt, une famille. En 1959, son mariage avec Jacques Charrier est présenté comme une tentative de stabilité. Pour la presse, c'est l'image d'un retour à l'ordre, presque rassurant. Un an plus tard, la naissance de leur fils est perçue comme l'achèvement d'un tableau parfait. La star est devenue mère. La femme libre entre dans un rôle que la société valorise et attend. Pour l'opinion publique, cette maternité est une bonne nouvelle. Elle humanise l'icône. Elle rassure ceux qui redoutaient son anticonformisme. Mais cette image idéale repose déjà sur des fondations fragiles. Derrière les sourires figés et les photos officielles, la réalité est plus instable. Bardot vit mal l'enfermement. La maternité, loin de l'apaiser, accentue un sentiment d'étouffement. Elle l'écrira plus tard sans détour. Elle ne s'est jamais sentie faite pour ce rôle. À l'époque, pourtant, ces mots ne sont pas encore prononcés. Le mythe doit rester intact. La France, elle, continue de projeter ses rêves. La maison de Saint-Tropez devient un symbole. La Madrague incarne à la fois le refuge et le décor d'une vie rêvée. On imagine des étés heureux, des rires d'enfants, une harmonie simple. Cette vision, largement entretenue par les médias, masque les tensions profondes du couple. Les disputes se multiplient. La fatigue, la pression et la célébrité rongent l'intimité familiale. Dans ce climat, l'enfant grandit déjà sous l'effet d'un double poids, celui d'un foyer instable et celui d'un nom omniprésent. Être le fils de Brigitte Bardot, ce n'est pas seulement être aimé par avance, c'est aussi être exposé malgré soi. Chaque geste de sa mère est commenté, chaque absence est notée, et chaque fragilité devient un sujet public. Très tôt, la frontière entre vie privée et regard collectif disparaît. Lorsque le couple se sépare en 1962, la rupture est brutale. Le divorce n'est pas seulement conjugal, il est symbolique. La France assiste presque en direct à l'effondrement de ce qu'elle croyait être un foyer modèle. La décision judiciaire confie l'enfant à son père. Pour l'opinion, c'est un choc. Pour Bardot, c'est une blessure profonde, mêlée de culpabilité et de relâchement. Pour l'enfant, c'est le début d'un éloignement qui durera toute une vie. À partir de ce moment, deux trajectoires se dessinent. D'un côté, la mère continue de briller. Elle tourne encore, puis choisit progressivement de se retirer du cinéma pour se consacrer à la cause animale.
Elle devient une autre figure publique, engagée, radicale, parfois controversée. De l'autre, le fils disparaît du champ médiatique. Il grandit loin des projecteurs, loin des récits officiels, loin de cette France qui célèbre sa mère sans jamais prononcer son nom. La gloire ici agit comme un écran. Elle protège autant qu'elle sépare. Elle permet à Bardot de transformer son existence en combat, mais elle laisse derrière elle des zones d'ombre. Dans les années qui suivent, la France continue d'aimer son icône. Elle applaudit son courage, sa sincérité, ses prises de position. Pourtant, une question demeure enfouie sous les hommages. Que devient l'enfant quand le mythe avance sans se retourner? Cette période de lumière absolue prépare silencieusement la fracture à venir. Plus la figure publique se renforce, plus le lien intime s'efface. La gloire, censée tout offrir, révèle ici son revers le plus cruel. Elle donne un sens à une vie, mais elle en prive une autre de repère. Et c'est dans cet écart, entre l'image parfaite et la réalité silencieuse, que se joue le destin d'un fils condamné à grandir loin de la France qui adulait sa mère. Le basculement ne se produit pas en un jour. Il s'étire, lentement, presque imperceptiblement, jusqu'à devenir irréversible. Après le divorce de 1962, la séparation entre Brigitte Bardot et son fils ne relève plus seulement d'un conflit familial. Elle s'inscrit dans un contexte social et médiatique brutal, où chaque décision intime devient un fait public. L'enfant, lui, n'a pas de voix. Il est au centre d'un affrontement silencieux entre deux adultes, sous le regard d'un pays entier. La décision de justice est claire. Nicolas reste avec son père. Pour la première fois, la France découvre une image qui dérange. La mère adorée, symbole de liberté, n'élève pas son enfant. À l'époque, cette situation choque profondément. La maternité est encore perçue comme un devoir moral. Bardot ne se conforme pas à cette norme. Elle l'assume mal, elle s'en veut, mais elle ne renonce pas. Ce déchirement intérieur ne sera compris que bien plus tard. Dans les années qui suivent, la distance devient une habitude. Les visites sont rares, les retrouvailles brèves. L'enfant grandit dans un environnement où l'absence maternelle est une donnée constante. Il apprend à ne pas poser de questions, à ne pas attendre. Cette absence ne fait pas de bruit, mais elle façonne durablement son rapport au monde. Très tôt, il comprend que sa mère appartient à un univers auquel il n'a pas accès. Pendant ce temps, la vie publique de Brigitte Bardot se transforme. La pression médiatique devient insoutenable. Les tentatives de suicide évoquées plus tard dans ses écrits réveillent une fragilité profonde. Elle se sent traquée, jugée, enfermée dans une image qu'elle n'a plus la force de porter. Cette souffrance est réelle, mais elle n'efface pas une autre réalité, plus discrète encore, celle d'un enfant qui observe de loin une mère déjà engloutie par son propre combat. À la fin des années 1960, Brigitte Bardot commence à se retirer progressivement du cinéma. Ce choix est interprété comme un acte de courage. Elle refuse de vieillir sous le regard des caméras. Elle se protège, elle se réinvente. Pourtant, ce retrait n'entraîne pas un rapprochement familial. Au contraire, à mesure que la star se replie sur elle-même, le fossé avec son fils se creuse. Chacun vit dans un monde parallèle, sans point de rencontre réel. L'adolescence de Nicolas se déroule loin des récits officiels. Aucun tapis rouge, aucun discours, aucune célébration. Il construit son identité en dehors de la France, dans un anonymat presque total. Ce choix n'est pas anodin, il est une réponse, une manière de reprendre le contrôle sur une existence marquée dès la naissance par une célébrité imposée. En se tenant à l'écart, il refuse le rôle que l'histoire semblait lui destiner. Les années 1980 marquent un tournant symbolique. Brigitte Bardot abandonne définitivement le cinéma pour se consacrer à la protection animale. Elle fonde sa propre organisation, multiplie les combats, les déclarations chocs, les prises de position radicales. Elle devient une autre figure publique, admirée par certains, critiquée par d'autres, mais toujours omniprésente dans l'espace médiatique. Son nom continue de provoquer des réactions passionnées. Dans ce tumulte, le lien mère-fils s'efface presque complètement. Les rares échanges restent privés, discrets, souvent décrits comme difficiles. Bardot elle-même reconnaît une relation douloureuse, marquée de l'incompréhension et du regret. Elle parle d'un amour empêché, d'un rôle qu'elle n'a jamais su endosser. Ses aveux, bien que sincères, arrivent tard, trop tard pour réparer ce qui s'est construit dans le silence. Pour Nicolas, l'éloignement devient un choix assumé. Il s'installe durablement à l'étranger.
Il fonde sa propre famille, loin des projecteurs. Ses enfants grandissent sans la présence de leur grand-mère. Là encore, la rupture se prolonge, elle traverse les générations. Ce n'est plus seulement une histoire de mère et de fils, c'est une lignée qui se développe à distance d'un héritage pourtant immense. Ce refus de la France n'est jamais formulé ouvertement. Il se manifeste autrement, par l'absence aux événements symboliques, par le rejet de toute médiatisation, par une vie volontairement ordinaire. Quand les moments solennels arrivent, ceux où la société se rassemble habituellement, Nicolas reste ailleurs. Les rites, les hommages, les cérémonies se déroulent sans lui, ou plutôt il les traverse sans y prendre part, comme s'il avait choisi de vivre son deuil bien avant qu'il ne soit nécessaire. La fracture atteint alors sa pleine intensité. D'un côté, une nation qui continue d'ériger Brigitte Bardot en monument vivant, de l'autre, un fils qui ne reconnaît plus sa place dans ce récit collectif. La France célèbre, lui s'efface. Ce contraste devient insupportable. Il révèle une vérité dérangeante. La gloire, lorsqu'elle est totale, ne laisse parfois aucune place à l'intime. Lorsque la presse évoque sporadiquement cette relation brisée, les réactions sont souvent maladroites. Certains jugent, d'autres compatissent, mais peu comprennent véritablement ce que signifie grandir sans mère tout en la voyant glorifiée par des millions de personnes. Cette situation crée une solitude singulière, une solitude publique, paradoxale, où l'on est invisible précisément parce que l'autre est trop visible. Les funérailles, réelles ou symboliques, prennent alors une dimension particulière. Il ne s'agit pas seulement de la mort d'un être ou de la fin d'un lien, il s'agit de l'enterrement d'une relation qui n'a jamais trouvé sa forme, une relation sans photos officielles, sans récits communs, sans mémoires partagées. Une relation que la France n'a jamais vraiment regardée, préférant préserver l'image intacte de son idole. À ce stade, une question devient inévitable. Peut-on réparer une absence quand elle s'est installée trop longtemps ? Le temps apaise réellement les blessures ou ne fait-il que les enfouir sous des couches de silence ? Pour Brigitte Bardot comme pour son fils, le passé reste présent. Il ne crie pas, il ne s'exhibe pas, mais il pèse, constamment. Cette partie de l'histoire marque le point de non-retour, le moment où la distance cesse d'être une circonstance pour devenir une identité. Chacun avance, mais séparément, et dans cet éloignement définitif se dessine la véritable tragédie, non pas d'une saurisme éclatant, mais d'un lien dissous, lentement, sous les yeux d'un monde qui n'a jamais su où regarder. Derrière les faits visibles, derrière les dates et les décisions judiciaires, se cache une vérité plus complexe. Elle ne tient pas dans un scandale unique ni dans une faute clairement identifiable. Elle se construit lentement, à la croisée de plusieurs fragilités. La première est celle de Brigitte Bardot elle-même. Derrière l'icône libre et provocatrice, il y a une femme marquée par une profonde angoisse existentielle, une peur viscérale de l'enfermement et une difficulté chronique à supporter les contraintes de l'intimité familiale. Très tôt, Bardot associe la maternité à une perte de contrôle. Dans ses écrits, elle décrit la grossesse et les premiers mois comme une épreuve plus que comme une révélation. Ce malaise n'est pas feint, il est documenté, répété, assumé. Mais à l'époque, la société française n'est pas prête à entendre une mère dire qu'elle n'a pas le désir maternel attendu. Cette dissonance crée une culpabilité sourde que Bardot gère à sa manière, en fuyant, en se réfugiant dans le travail, puis dans l'engagement militant. La célébrité amplifie tout. Chaque faiblesse devient publique, chaque doute est interprété. Bardot ne peut jamais être une mère ordinaire. Elle est constamment observée, comparée, jugée. Dans ce contexte, toute tentative de rapprochement avec son fils est chargée d'une pression immense. Être présente, c'est risquer l'échec sous les yeux de tous. Être absente, c'est accepter d'être condamnée. Elle choisit une troisième voie, plus silencieuse encore, la distance. Pour Nicolas, la vérité se construit différemment. Son enfance est marquée par une forme de stabilité auprès de son père, mais aussi par une question permanente. Pourquoi sa mère est-elle ailleurs ? Pourquoi est-elle si présente pour les autres et si lointaine pour lui ? Cette interrogation ne trouve jamais de réponse simple. Elle ne s'exprime pas publiquement. Elle s'intériorise. Elle devient un moteur discret de ses choix futurs. L'adolescence renforce ce mécanisme.
À l'âge où l'on cherche des repères, Nicolas comprend que son nom n'est pas neutre. Il attire des regards, des attentes, parfois des maladresses. Pour se protéger, il adopte une stratégie claire, l'effacement. Il refuse toute exploitation de son lien de filiation. Il décline les sollicitations. Il s'éloigne géographiquement et symboliquement. Ce retrait n'est pas une rupture brutale, c'est une mise à distance progressive, presque méthodique. La relation mère-fils devient alors un territoire miné. Chaque tentative de contact est lourde d'un passé non résolu. Bardot parle d'un amour entravé, d'un lien blessé dès l'origine. Nicolas, lui, ne cherche pas à réécrire l'histoire. Il ne revendique rien. Il ne réclame pas de reconnaissance publique. Ce silence est souvent interprété comme une indifférence. Il est en réalité une forme de protection ultime. En se taisant, il garde le contrôle sur ce qui lui appartient encore. La vérité tient aussi à un décalage de temporalité. Bardot fait ses aveux tardivement, quand le temps de l'enfance est déjà loin. Lorsqu'elle reconnaît ses manques, Nicolas est déjà adulte, déjà construit ailleurs. Les mots arrivent après les faits. Ils soulagent peut-être celles qui les prononcent, mais ils ne peuvent réparer ce qui n'a pas été vécu. Cette asymétrie rend toute réconciliation fragile, presque impossible. Un autre élément clé réside dans la manière dont chacun conçoit l'héritage. Pour Bardot, l'héritage est idéologique. Elle transmet un combat, une vision du monde, une radicalité assumée. Pour son fils, l'héritage est émotionnel. Il concerne ce qui a manqué, ce qui n'a pas été transmis. Ces deux conceptions ne se rencontrent jamais vraiment. Elles avancent en parallèle sans se croiser. La France joue ici un rôle ambivalent. En glorifiant Bardot sans relâche, elle la rend presque intouchable. Dans ce récit national, il n'y a pas de place pour la nuance intime. Reconnaître la faille familiale, c'est risquer d'ébrécher le mythe. Ainsi, le silence autour de Nicolas n'est pas seulement le sien, il est aussi collectif. Le pays choisit inconsciemment de ne pas voir ce qui dérange. Cette invisibilité prolongée a des conséquences profondes. Elle transforme la douleur en quelque chose de diffus, sans reconnaissance sociale. Nicolas ne peut ni se plaindre ni se raconter sans être immédiatement ramené à sa mère. Il reste donc en marge, fidèle à une vie discrète, presque ordinaire. Ce choix n'est pas une renonciation, c'est une affirmation identitaire. Il refuse d'être défini uniquement par une absence. La vérité, finalement, n'est ni accusatrice ni héroïque. Elle est tragiquement humaine. Une femme qui n'a jamais su être mère selon les normes. Un fils qui a appris à vivre sans attendre. Une société qui préfère les légendes aux zones grises. Ensemble, ces éléments composent une histoire sans coupable unique, mais riche de responsabilités partagées. Ce que révèle cette trajectoire, c'est le prix intime de la gloire. Elle peut offrir une reconnaissance mondiale tout en laissant derrière elle des relations inachevées. Elle peut donner un sens public à une existence tout en privant un enfant d'un lien fondamental. La vérité n'est pas spectaculaire, elle est faite de silences accumulés, de rendez-vous manqués, de paroles trop tardives. Et au bout de ce chemin, une question persiste. Lorsque la vérité est enfin dite, lorsque les raisons sont comprises, reste-t-il encore un espace pour réparer ou faut-il accepter que certaines absences, une fois installées, deviennent définitives ? Il n'y a pas de scène finale spectaculaire, pas de réconciliation filmée, pas de dernier regard échangé sous les flashs. L'histoire se termine autrement, dans le calme, dans la distance, dans une forme d'acceptation silencieuse. C'est peut-être là que réside sa force la plus troublante. Le fils de Brigitte Bardot n'a jamais cherché à reprendre la parole. Il n'a pas écrit de livre pour répondre. Il n'a pas accordé d'interview pour rééquilibrer le récit. Il a choisi une autre voie, celle d'une vie tenue à l'écart du mythe. Ce choix, souvent interprété comme une fuite, peut aussi être lu comme un acte de souveraineté. Refuser d'exister par procuration. Refuser que son identité soit constamment ramenée à une absence. Dans cette trajectoire, les funérailles prennent une dimension symbolique. Elles ne sont pas seulement liées à la mort, mais à la clôture. Clôture d'un lien qui n'a jamais trouvé son langage commun. Clôture d'une attente qui s'est épuisée avec le temps. Des funérailles sans drapeau, sans foule, sans la France. Non pas par rejet explicite, mais parce que le pays n'a jamais vraiment été un espace de réparation possible.
La France, justement, reste figée dans son amour pour l'icône. Elle continue de célébrer Brigitte Bardot comme une figure libre, courageuse, intransigeante. Elle admire sa radicalité, son engagement, sa sincérité parfois brutale. Mais cette admiration collective laisse peu de place à une autre lecture, celle d'une maternité inachevée, celle d'un lien manquant. Dans le roman national, certaines failles sont plus difficiles à intégrer que d'autres. Pourtant, cette histoire ne cherchait pas à juger. Elle ne désigne ni coupable absolu, ni victime parfaite. Elle met en lumière une réalité plus inconfortable. Le fait que l'on puisse être une icône pour des millions de personnes est profondément démuni dans l'intime. Le fait que l'on puisse porter un nom célèbre et vivre dans une solitude presque anonyme. La célébrité ne protège pas des échecs relationnels, elle les rend parfois irréversibles. Ce récit pose alors une question morale essentielle. Qu'attend-on vraiment des figures publiques? Qu'elles incarnent nos idéaux sans jamais faillir ou qu'elles assument aussi leur zone d'ombre, au risque de décevoir? Dans le cas de Brigitte Bardot, la société a longtemps préféré le mythe à la complexité. Elle a applaudi la femme libre sans toujours entendre ce que cette liberté coûtait à ceux qui vivaient à sa périphérie. Le fils, lui, n'a jamais cherché à démolir la statue. Il s'est contenté de s'en éloigner. Cette distance, paradoxalement, est peut-être la forme la plus apaisée de résolution. Elle ne guérit pas le passé, elle ne le corrige pas, mais elle permet de vivre sans être constamment ramené à ce qui a manqué. Dans le silence, une autre forme de dignité se construit. Il y a dans cette histoire une leçon plus large. Elle concerne tous ceux qui grandissent dans l'ombre d'une figure écrasante, un parent, une légende, une attente démesurée. Elle rappelle que l'amour ne se mesure pas à la renommée ni aux intentions proclamées. Il se mesure à la présence, au quotidien, à la capacité d'être là quand personne ne regarde. Les funérailles sans la France ne sont pas un affront, elles sont un constat. Celui d'une relation qui n'a jamais appartenu à l'espace public, malgré l'illusion inverse. Ce lien n'a jamais été national, il était intime, fragile, inachevé. Et c'est peut-être pour cela qu'il s'est éteint loin des regards, loin des symboles, loin du bruit. Au terme de ce parcours, la question posée au début trouve une réponse partielle mais honnête. Être l'enfant d'une légende n'est ni une bénédiction ni une malédiction en soi. Tout dépend de ce que la légende laisse derrière elle lorsqu'elle descend de scène. Dans ce cas précis, elle a laissé un silence que le fils a appris à habiter. Reste alors une dernière interrogation, suspendue, la plus dérangeante peut-être. La gloire excuse-t-elle l'absence ou ne fait-elle que la rendre plus visible? À chacun de décider. Mais une chose est certaine, derrière les mythes que l'on célèbre, il existe toujours des histoires qui ne demandent ni applaudissements ni monuments, seulement d'être regardées avec lucidité.